Au deuxième jour du Forum économique de Davos en Suisse, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a participé à 2 sessions. Il a aussi accordé des audiences à plusieurs personnalités. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, deuxième jour du Forum économique de Davos en Suisse. Le président de la République a participé à 2 panels. La première portait sur la religion, la société et la sécurité, et la seconde sur comment sortir de la pauvreté. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Adama Kamara. C'est une évidence ici à Davos. Il est aujourd'hui impossible de prédire l'évolution d'un monde devenu si ouvert et complexe. Mais toutes ces personnalités, 2500 invités, ont façonné collectivement une vision partagée pour les mois à venir. Sur la question par exemple de la migration ou comment sortir de la pauvreté, panel animé par Ibrahim Boubacar Keïta aux côtés d'autres invités de marque, l'unanimité est faite qu'il faut revoir le système de gouvernance mondiale. Mais à la base, il faut également travailler à créer les conditions pour que les pays de départ soient attractifs, comme c'est le cas au Mali. Un pays de départ. J'ai dit tout le drame, toute la tragédie que vivent nos parents quand ils vont dans cette aventure-là. C'est donc avec beaucoup de gravité et le cœur serré que cette question se pose à nous. Pourquoi nous allons tout faire? Nous allons commencer à tout faire pour que le Mali soit une bonne destination d'investissement, pour créer de l'emploi, pour créer des activités qui retiennent nos jeunes sur place. Si nous sommes aujourd'hui premier dans Doing Business, si nous sommes 5e dans l'espace CEDEAO en termes de croissance, ce n'est pas pour rien. Je crois que, qu'on le dise, qu'on le reconnaisse ou pas, ceux en charge de le faire le reconnaissent et on le verra également aussi. Les chantiers vont s'ouvrir. Autre question qui domine les débats ici, c'est la sécurité, ou si vous voulez, le terrorisme. Le sujet était au cœur d'un autre panel animé plus tôt par le président de la République, pour qui il faut une réponse mondiale au problème. Rien ne nous arrêtera pour nous donner les moyens de notre défense nationale, pour nous donner les moyens d'assurer la paix. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'investissement. Aucun investisseur au monde ne viendra chez vous mettre ses billes s'il n'a pas l'assurance d'un retour. Et cela suppose donc la paix, la stabilité, garantie également aussi par une justice qui vous garantisse vos droits en cas de difficulté transactionnelle. Donc un code des investissements, une justice à hauteur de souhait, l'état de droit. Voilà. Donc tout se tient. Loin de tirer une conclusion quelconque, ces sessions de Davos sur la sécurité, la migration, la pauvreté ont servi à créer un consensus parmi les participants intéressés à améliorer l'état actuel du monde. À Davos, en plus des sessions, Ibrahim Boubacar Keïta a accordé une série d'audiences à d'éminentes personnalités avec lesquelles il a été question d'investissement, de sécurité et de développement dans notre pays. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. À Davos, on ne parle pas que de la crise du capitalisme ou de la croissance qui ralentit. L'intérêt, c'est aussi les rencontres bilatérales, les tête-à-tête entre des invités triés sur le volet. Des rendez-vous au cours desquels des choses se décident. À titre d'exemple, le patron du groupe Suez, à l'issue de son audience avec le président de la République, s'engage dans un bref délai à résoudre la problématique de gestion de l'eau potable à Bamako. Le président m'a demandé d'accélérer nos projets pour que la ville de Bamako puisse bientôt avoir un service de l'eau, je dirais, de niveau de standard mondial, ce qui suppose des investissements, ce qui suppose de la technologie. Et nous travaillerons en lien étroit à la fois avec les équipes bien sûr du président et les équipes locales qui sont chargées de la distribution. Donc nous essaierons de faire une opération win-win dans laquelle à la fois les Maliens, ceux qui aujourd'hui distribuent l'eau là-bas et nous-mêmes trouvions notre intérêt. Donc c'est très intéressant. Nous sommes très intéressés, Suez Environnement est très intéressé par le Mali. Même engagement du groupe Lazare, banque d'affaires franco-américaine. Son patron a souligné au président Ibeka son soutien dans le financement des infrastructures de développement. Nous sommes venus également lui confirmer notre soutien et désir d'aider le Mali dans ses efforts
de développement et la recherche de financement et le développement de ces projets. Dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, des projets d'énergie, des projets dans le domaine des télécommunications. Avec la reine des Pays-Bas, l'entretien n'a duré qu'un quart d'heure dans les salons du Congress Centers et l'on n'a parlé que d'économie et de finances. On a parlé sur l'inclusion financière, c'était une très bonne conversation. Enfin, dernière personnalité reçue par le président de la République, c'est le secrétaire d'État suisse aux affaires étrangères. Avec lui, il a surtout été question de paix, de sécurité, notamment au nord du Mali. C'est vrai que la Suisse a toujours voulu s'engager et rester aux côtés d'un Mali qui soit laïque, uni, démocratique et indépendant. Donc ça, c'était toujours la clé de notre engagement depuis 40 ans. Vous savez aussi que nous ne sommes jamais partis du Mali. Nous sommes les seuls qui n'ont pas eu besoin à revenir au Mali après 2013 parce que nous ne sommes jamais partis. Et puis faire part aussi au président du souhait que les discussions d'Alger soient menées à terme dans l'intérêt d'un Mali uni et réconcilié et puis d'un Mali pacifié parce que là, je crois, la clé de la prospérité, c'est d'abord que la paix règne au Mali et particulièrement dans le nord. Il n'y a pas d'autre solution. Tant que le Mali n'est pas pacifié, que le nord du Mali, que la paix n'y règne pas, la prospérité qui est, je crois, la clé de la solution, cette prospérité ne pourra pas se mettre en œuvre. Et j'espère que toutes les personnes concernées, aussi au nord du Mali, se rendent compte qu'il ne faut pas jouer avec ça. Que l'important est d'abord que la paix règne et ensuite qu'on se mette sur les camps d'accord, qu'on discute des conditions de la prospérité. Des rencontres et des promesses avec une seule volonté collective, celle d'améliorer les conditions de vie des Maliens. Et nos envois spéciaux qui nous signalent que le président de la République a également reçu en audience le Premier ministre des Pays-Bas. Ils ont échangé sur la coopération bilatérale qui date de plus de 40 ans entre le Mali et les Pays-Bas depuis la crise de 2012. Les relations se sont focalisées sur la recherche conjointe de solutions durables de sortie de crise pour le Mali. L'approche globale est celle des 3D, diplomatie, défense et développement. Ici à Bamako, le Premier ministre qui a reçu le chef de la mission des questions économiques de reconstruction et développement de l'ONU, ensemble, ils ont fait le point des engagements de la communauté internationale en faveur de notre pays. Jean Lamy, à sa sortie d'audience, est interrogé par Youssouf Diakité. Nous avons évoqué la prochaine réunion ici à Bamako, le 17 février, de la conférence de suivi de la grande conférence qui a eu lieu en 2013, Ensemble pour le renouveau du Mali, organisée par le Mali, l'Union européenne et la France, au plus haut niveau des chefs d'État et du président de la Commission de l'époque, et pour que nous puissions voir, 2 ans après, où nous en sommes de la mise en œuvre des engagements de la communauté internationale, d'appui aux réformes que le gouvernement malien s'est engagé à faire de son côté pour permettre la meilleure affectation, la meilleure efficacité de l'aide et du développement pour les populations. Alors plus précisément, le Premier ministre nous a donné quelques indications sur ses priorités. Je pense qu'il aura l'occasion de les exprimer plus en détail lors de cette conférence bientôt à Bamako. Et nous avons, comme c'est la 5e conférence de suivi de la conférence de Bruxelles, il importe que nous réfléchissions ensemble, dès à présent, aux moyens à mettre en place pour permettre un suivi secteur par secteur dans l'agriculture, dans l'éducation, au niveau de la coopération pour le développement local, pour la décentralisation, ce qui peut être mis en place de façon permanente. Il y a aussi cette question des négociations intermaliennes sur le nord du Mali, et cette conférence n'est pas le lieu pour traiter de l'accompagnement de ces négociations, mais ce sera l'occasion quand même de souhaiter un aboutissement le plus rapide possible de ces négociations et de discuter des modalités les plus précises pour l'accompagnement par la communauté internationale de l'accord d'Alger lorsqu'il sera conclu. La primature, le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a également été reçu
par le Premier ministre. Les derniers développements de la situation sécuritaire ont été abordés par les deux personnalités. Pierre Bouya au micro de Mohamed Diarra. Les deux personnalités ont une identité de vue sur la situation sécuritaire dans le septentrion malien. Les armes doivent se taire et donner place au dialogue. Un dialogue auquel la communauté internationale tient énormément. Nous demandons à ce que le cessez-le-feu du 23 mai, que la déclaration de cessation des hostilités du 24 juillet soit respectée. Nous demandons que les forces neutres de la MISMA ne soient pas mises en danger. Chacun de nous a promis de contribuer d'abord à calmer le jeu, à apaiser la situation. Et nous avions souhaité aussi que l'initiative puisse être prise pour notamment avancer dans le processus de paix. Il faut donc aller vite, et même très vite. Et tout le monde est à l'œuvre, le gouvernement, les chefs des mouvements. Je crois savoir qu'ils se rencontrent aujourd'hui à Alger. Donc c'est dans le sens de pouvoir dépasser les malheureux événements et d'aller de l'avant. Auparavant, Pierre Bouya avait, au nom de la présidente de l'Union africaine, félicité Modibo Keïta pour sa nomination à la tête du gouvernement. Et juste après, il a rencontré la presse avec elle. Il a fait le point des activités réalisées par la mission qu'elle dirige. Nous retrouvons Bourama Traoré. C'est un exercice d'évaluation auquel se livre le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel au cours de cette conférence de presse. Évaluation des activités menées par la Miss Sahel en 2014. Le général Pierre Bouya énumère des réalisations dans les domaines d'intervention de la mission au Mali, parmi lesquelles la sécurité, la gouvernance, les droits de l'homme, le développement et l'humanitaire. Mais la question de sécurité domine les échanges entre le haut représentant de l'Union africaine et les journalistes, précisément la lutte contre le terrorisme. Et le conférencier est formel. Ce n'est pas avec les beaux discours qu'on peut venir à bout de ce mal mondial. Il faut alors une coalition internationale contre le terrorisme. Bon, parce que c'est une menace de tout le monde. Je pense qu'en matière de sécurité, il faut être pragmatique. Le haut représentant de la Miss Sahel rencontre la presse au moment où la situation sécuritaire au nord du Mali connaît une certaine dégradation. Répondant à une question relative à ce sujet, Pierre Bouya appelle tout simplement au respect du cessez-le-feu conclu entre les parties en conflit. Il faut que les gens puissent faire preuve de retenue. Il faut tout faire pour calmer le jeu. Vous savez, quand on est dans des zones de combat, beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup d'incidents, voulus ou non voulus, peuvent arriver. Il faut alors que les gens soient responsables, qu'à partir de cela, n'aillent pas à des positions extrêmes. Et le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel de conclure par cette assurance. La Miss Sahel, dit-il, est aux côtés du Mali pour combattre les terroristes et parvenir à un accord de paix entre le gouvernement et les mouvements armés. L'Assemblée nationale a tenu une séance plénière portant sur la délibération de 4 projets de loi. Deux projets de loi portent respectivement sur le statut des fonctionnaires de la protection civile et de la police nationale. Le 3e et 4e projet de loi concernent l'achat de produits alimentaires et d'aliments bétail dans le cadre de la sécurité alimentaire et enfin l'autorisation au gouvernement de prendre certaines mesures par ordonnance. Tous ont été adoptés. Mahamadou Doumbia. Le personnel de la protection civile est régi par la loi en date du 30 décembre 2005 a révélé des insuffisances comme par exemple l'absence de prestation de serment par le fonctionnaire de la protection civile à son entrée en fonction, la non-précision des critères d'avancement, l'absence des règles de subordination et du respect de la hiérarchie. Le projet de loi 1461-5L portant statut de fonctionnaire de la protection civile ainsi proposé vise à corriger ces situations, avec par exemple la création d'un 4e corps, celui des sapeurs-pompiers, la définition claire dévolue à chaque corps. Amendé, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par 127 voix pour. Le second projet de loi 1462-5L relatif à la police nationale rappelle qu'en 2012, les personnels de défense et de sécurité ont bénéficié d'une augmentation de salaire de 15%. Les fonctionnaires de la police nationale ont bénéficié de l'application de cette mesure à partir d'octobre 2012.
Il est donc apparu nécessaire de régulariser cette situation en procédant à la modification de la grille salariale des fonctionnaires de la police nationale pour prendre en charge l'augmentation effectuée. Initié aussi par le département de la sécurité, ce projet de loi a été adopté par 111 voix pour, 0 contre et 15 abstentions. Je voudrais tout simplement dire que notre souci, c'est d'être légaliste, de faire en sorte que tous les actes que nous posons soient des actes qui soient des actes corrects. En allant dans le sens de l'adoption de cette loi, nous allons améliorer les conditions des policiers. Du moins, nous allons mettre fin à tout ce qui se passe aujourd'hui. Le troisième projet de loi 1496-5L est relatif à un accord de financement dénommé Mouharaba, signé entre le gouvernement du Mali et la Société islamique de financement du commerce en date du 1er septembre 2014 pour l'achat de produits alimentaires et d'aliments bétail, dans le cadre du projet de développement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali. Après amendement, ce projet de loi initié par le ministère du Développement rural et de l'Environnement a été adopté à l'unanimité par 121 voix pour. On fera en sorte que les réseaux de distribution qui vont être mis en place, que ce soit donc les banques d'aliments bétail, les banques d'aliments céréales ou bien les ventes d'intervention donc de l'État, soient quand même organisés de manière en tout cas à mettre au centre un certain nombre de valeurs, donc de la justice, l'égalité et l'équité. Le dernier projet de loi 1503-5L est relatif à l'application de l'article 74 de la Constitution. En application de cette disposition, ce projet de loi vise à permettre au gouvernement de prendre durant la période comprise entre le 28 janvier 2015 et l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2015 des mesures par ordonnance. Soutenu par le ministère de la fonction publique, du travail, de la réforme de l'État et des relations avec les institutions, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par 121 voix pour. Une délégation de l'ANPE, conduite par son directeur général, a été reçue par le président du Haut Conseil des collectivités. Les entretiens ont porté sur le partenariat entre l'agence et l'institution. Aruna Touré, DG de l'ANPE, à sa sortie d'audience au micro de Ibrahima Tchokari. Depuis notre prise de fonction, lui réitérer notre engagement dans l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés par les plus hautes autorités, c'est-à-dire la création massive d'emplois, atteindre le chiffre des 200 000 emplois d'ici l'horizon 2018 et réaffirmer encore une fois au président de cette importante institution qu'on est prêt au partenariat pour essayer de trouver une solution à ce problème crucial du chômage dans notre pays. Dans le cadre du partenariat, il est très important que l'ANPE aujourd'hui s'appuie des différentes collectivités au niveau local. L'instruction a été donnée à toutes les directions régionales de l'ANPE aujourd'hui d'aller en collaboration, en partenariat avec les ordonnateurs des collectivités, à travers leur PDSEC, choisir des projets porteurs de création d'emplois afin qu'on puisse, comme je l'ai dit tantôt, atteindre nos objectifs. Cela ne peut pas se faire sans nos communes, sans nos collectivités territoriales. Du matériel bureautique et logistique d'une valeur de 20 millions de nos francs, c'est le don de la coopération allemande à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le geste vise à renforcer les capacités opérationnelles de son secrétariat permanent, Nounou Sissoko. Par cet appui, la coopération allemande GIZ répond à un besoin d'équipement du comité de pilotage de l'ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il s'agit de créer les conditions permettant au secrétariat de l'organisation d'être à hauteur de mission. Cet équipement est constitué d'une part de matériel bureautique, dont 3 ordinateurs de bureau, 4 ordinateurs portables, un ordinateur MacBook Pro, 4 imprimantes, 2 photocopieuses, 2 scanners, 2 dictaphones, un appareil photo numérique, une vidéocaméra, un appareil MVU, un rétroprojecteur et un écran de projection. D'autre part, il comporte 3 armoires, 4 fauteuils et 10 chaises. Pour la directrice résidente de la GIZ au Mali, cet accompagnement s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des industries extractives. Le fait que nous nous retrouvons aujourd'hui ici, c'est à la fois
un signe de l'importance que attribuent l'Allemagne et le ministère de la coopération économique et au développement allemand à la transparence de tout ce qui concerne la mise en valeur du secteur extractif. Le gouvernement du Mali partage, comme vous du reste, Madame la Directrice, la conviction que cette démarche pourra contribuer à accroître l'apport de ce secteur. Le processus de mise en œuvre de l'ITIE au Mali, qui constitue un axe fort au sein de l'industrie extractive, est aujourd'hui une réalité. Et la contribution de la coopération allemande y est pour beaucoup. La transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des industries extractives est un axe majeur de la politique du gouvernement qui entend mettre le secteur à contribution pour la réalisation d'une économie émergente. Première sortie du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur le terrain, c'était en commune 1. Il a pu constater l'état d'avancement des travaux de curage et de surcreusement des marigots Banconi et Tchenkole confiés au génie militaire. Laura Sidiki Diarra. Pour donner un meilleur cadre de vie aux populations après les inondations de 2013, les autorités du Mali ont décidé de surcreuser les marigots de Banconi et de Tchenkole en commune 1. Les travaux de surcreusement et de curage qui ont été confiés au génie militaire sont exécutés à 75%, cela malgré les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est venu voir et comprendre les problèmes auxquels l'entreprise est confrontée. Le premier tronçon qui tend le pont de l'UMPP au fleuve a été visité par les ministres avant de se rendre à Banconi-Salibougou. Je constate qu'effectivement, le génie militaire a fait du bon boulot. Je les félicite. Ils sont environ à 75% des réalisations. Dans l'exécution des travaux, le génie militaire est confronté à un certain nombre de problèmes. C'est un recommencement qui nous attend. On a l'impression que le collecteur n'a pas été curé, alors qu'il a été curé, surcreusé et on a évacué des déblais. Et maintenant, c'est les ordures qui prennent place, qui commencent même à remplir, à combler le marigot. Notre souci aujourd'hui, c'est d'amener la réponse pertinente aux préoccupations des populations. L'État a une solution de curer, de surcreuser. Éventuellement, c'est sûr qu'on va l'aménager pour stabiliser les berges, mais l'autre pendant aussi, c'est la société, c'est la population, le civisme, ça manque. Notre démarche, c'est pédagogique, échanger avec les bénéficiaires, trouver ensemble les solutions. En tout cas, chacun doit s'assumer dans ses rôles et dans ses missions. Cependant, des actions ont été entreprises par la mairie afin que les populations riveraines ne déversent pas des ordures dans les lits du Margot. Les agents qui sont sur le terrain se promènent, quand ils rencontrent des gens, ils les empêchent. Mais en réalité, les déversements se font à des moments où vraiment les gens, les agents ne sont pas sur place. Ce serait beau d'imaginer des mesures draconiennes. Ça ne peut être que la solution finale. Pour un coût total de plus de 699 millions de francs CFA, les travaux ont démarré en mai 2014. Réunion consultative sur la mise en place du tri unique sur le corridor Abidjan-Bamako, organisée par l'Alliance bordelaise. Cette mise en place, une fois réalisée, facilitera le transport et le commerce des marchandises sur le dit corridor. Aldi Matina, compte rendu. L'Alliance bordelaise, dans le cadre de ses missions de facilitation des échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest, multiplie des initiatives pour l'atteinte de ses objectifs. Elle vient d'organiser une réunion consultative avec les acteurs du secteur des transports et du commerce en vue de discuter des modalités pratiques de mise en œuvre du tri unique sur le corridor Abidjan-Bamako. L'Alliance part des grosses multinationales qui utilisent les différents corridors de l'Afrique de l'Ouest, comme les petites et moyennes entreprises également qui ont ambition de prospérer leurs affaires, mais à la seule condition justement que certaines entraves qui existent toujours dans l'espace communautaire puissent être levées. Le processus de mise en place du tri unique sur le corridor Abidjan-Bamako est capital puisqu'il permettra de faciliter les échanges commerciaux et promouvoir l'intégration sous-régionale. L'Alliance bordelaise contribue donc à la réalisation d'une partie de nos missions. Pour ces raisons, nous exprimons notre entière satisfaction pour la poursuite des travaux relatifs à la mise en œuvre du trio unique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La réunion d'aujourd'hui s'inscrit également dans les priorités stratégiques du Mali en matière de promotion du secteur privé, conformément à la loi d'orientation du secteur privé,
adopté en décembre 2011 et qui vise à mettre en place des conditions favorables à l'amélioration de l'environnement des affaires au Mali et à lever les contraintes fondamentales qui pèsent sur le développement du secteur privé. À l'issue de la rencontre, une feuille de route sera élaborée et adoptée par les participants. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a tenu ce matin la 10e session de son conseil d'administration, la validation du rapport d'activité et le bilan financier du centre au 31 décembre de l'année passée et l'adoption du programme de l'année en cours était inscrit à l'ordre du jour. Lamine Keita. Sur un budget prévisionnel de plus de 1,264 milliard de francs CFA, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a réalisé en 2014 un taux d'exécution de plus de 103%. Le centre a en effet enregistré 1055 nouveaux cas de drépanocytaires en quête de soins contre 547 attendus, soit une augmentation de 88% de ses prévisions annuelles. Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 59%, le nombre de journées d'hospitalisation de 69% et le nombre d'examens biologiques de 77%. Le même constat est observé dans le domaine des missions de formation et de communication du centre. Le centre envisage des actions porteuses pour 2015, même si pour l'exercice de l'année en cours, le projet budget est en légère baisse par rapport à 2014. Il s'agira de pérenniser ces acquis-là et d'aller vers de nouvelles orientations que sont d'améliorer, d'introduire de nouvelles thérapeutiques, notamment les greffes. Et là, ça va s'étendre sur un programme de 5 ans. Pour l'année 2015, ça va être d'initier ces techniques-là. Plus que jamais, le CRLD a besoin de votre accompagnement pour l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés à l'horizon 2015. Malgré ces résultats encourageants, le centre est confronté à des difficultés, notamment l'insuffisance des personnels hospitalo-universitaires pour soutenir la recherche et la formation, l'insuffisance des capacités d'accueil. Une vingtaine d'ateliers et de points de vente endommagés, autant de véhicules calcinés, c'est le bilan de l'incendie survenu dans la zone Imassi dans la nuit du 20 au 21 janvier. Par rapport à ce sinistre, nous allons écouter Mamadou Menkoro Traoré, il est le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Il est au micro de Nuhun Sissoko. Nous avons décompté au moins 25 ateliers, artisans, commerçants, tout confondus. Il s'agit des garagistes, des menuisiers, des bourreliers. Quand on a appris ça, nous avions informé les plus hautes autorités, à savoir le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Et elle, à son tour, a informé ses homologues du commerce et le ministre de l'administration territoriale. Les trois étaient sur le terrain avec le gouverneur. Nous ne décomptons pas de morts, mais malheureusement, il y a beaucoup de dégâts matériels. L'incendie est parti du côté nord, vers l'atelier de menuiserie qui est là-bas. Il y a eu un grand bruit, donc sûrement un coup-circuit. Donc tout est parti de là. Ils avaient appelé le sapeur-pompier, mais paraît-il qu'il faut passer désormais par la police. C'est quand la police qui est arrivée qui a appelé à son tour le pompier. Cela a pris une trentaine de minutes. Donc les sapeurs-pompiers ont été appelés vers 2h02 à 2h09. Ils étaient sur place. Et malheureusement, vous constatez les dégâts. Ils ont fait vraiment le maximum. C'est le lieu de saluer les sapeurs-pompiers et les policiers. Sans eux, ça allait dépasser ça. En réalité, la première cause, c'est l'homme même. Mais l'installation anarchique est liée tout simplement qu'on n'a pas un titre de propriété. Si les gens aujourd'hui avaient des titres de propriété, peut-être ils allaient construire en endur et autres pour ne pas tomber dans ça. Nous, nous appelons à l'appui de tout le monde, d'aider les occupants, les sinistrés. Ouais, trop de dégâts en tout cas. En 2015, les grands chantiers pour la Jeune Chambre internationale du Mali ont pour nom opportunité d'emploi des jeunes, promotion de la culture et du climat des affaires. Le président de l'organisation l'a fait savoir hier au cours d'un dîner gala marquant la rentrée solennelle de la JCI Mali. Moussa Fani, compte rendu. C'est parti pour le mandat 2015 de la Jeune Chambre internationale Mali. Les présidents de 36 organisations locales et les membres de la JCI Mali
après avoir prêté serment, ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par le nouveau président conformément au texte de l'organisation. Au dire du président, 2015 sera une année charnière pour l'organisation. 2015 sera l'année où nous devrons atteindre certains objectifs clés. Recentrer DCI Mali sur ses fondamentaux. Doter DCI Mali d'institutions solides. Un nombre, un an, un mandat. Doter DCI Mali d'un terrain et ou d'un bâtiment pour abriter son siège. Ces grands chantiers sont la chute logique des activités de l'exercice écoulé. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a salué les efforts consentis pendant les 20 ans d'existence de l'organisation. Il a aussi invité la Jeune Chambre à promouvoir les activités de la jeunesse. Nous ne pourrions jamais bâtir un Mali fort et prospère si nous n'avons pas de bons citoyens, si nous n'avons pas de bonnes citoyennes. C'est pour cela que je compte sur vous, parce que déjà, le but de la Jeune Chambre, c'est de faire de nous, de faire de vous, de faire de tout le monde de meilleurs citoyens pour que nous puissions apporter des changements positifs dans nos communautés. La JCI Mali, dont le ministre Babi est l'un des membres fondateurs, compte aujourd'hui plus de 1000 membres. En deuxième région, réunion de la Fédération des aquaculteurs du Mali et de la Direction régionale de la pêche. Les préoccupations portent sur le développement du domaine de l'aquaculture dans la région de Koulikoro. Brahima Kone. Ali Mariko est désormais le président de l'Union des aquaculteurs de la région de Koulikoro. Il dirige un bureau de 10 membres. Ceux-ci bénéficieront du soutien d'une centaine d'associations et de fédérations pour contribuer à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Si nous nous organisons comme vraiment les structures en place pour mieux travailler dans la pisciculture, c'est comme les bureaucrates. Aujourd'hui, quand on a quelques étangs bien travaillés, bien maîtrisé, nous avons un gain minimum peut-être entre 200 et 300 000 francs par mois. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Donc moi, j'exhorte vraiment la population jeune d'aller vers ça, ça crée l'emploi. La mise en place de l'Union régionale des aquaculteurs de Koulikoro devra aider la direction régionale de la pêche dans la pérennisation des acquis et même dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Nous sommes dans un système, n'est-ce pas, de plan de campagne harmonisé. Et vous avez dû comprendre à un moment donné que l'État a mis à la disposition, n'est-ce pas, de l'agriculture, agriculture avec grand A, des intrants. Pour nous, direction régionale de la pêche, ramener les coopératives, n'est-ce pas, en union devient une tâche, n'est-ce pas, qui est plus aisée pour nous, pour mettre à disposition, n'est-ce pas, ces intrants. Et une fois que les intrants sont mis à la disposition, n'est-ce pas, des unions, les unions pourront vraiment les dispatcher au niveau des coopératives et ainsi de suite. En ce moment, n'est-ce pas, je pense que l'activité peut reprendre pour nous. Ce nouveau bureau de l'Union régionale des aquaculteurs de Koulikoro se veut une structure viable, susceptible de capitaliser les efforts pour lutter contre le chômage et l'insécurité alimentaire. Les 11 communes du cercle de Baroeli seront bientôt dotées d'écoles, de centres de santé et d'addiction d'eau. C'est sur financement d'une association américaine que la fondation Oumoudili compte couvrir l'ensemble de notre pays pour les prochaines années. Envoyé spécial Mamoudou Sidibé. Le projet Initiative, une école, une unité de soins, un point d'eau, projet qui vient d'être lancé à Baraouli, va couvrir les 11 communes du cercle. Les kits sont composés de la manière suivante: 6 salles de classe, une direction, un bloc de 4 latrines, une infirmerie, un forage positif avec un château d'eau de 5 mètres cubes plus une pompe solaire qui fait 80 millions et l'équipement fait 23 millions. Donc le kit fait 103 millions. Baraouli en a déjà 20 qui fait à peu près 2 milliards, mais nous comptons en ajouter compte tenu de l'étendue et de la densité de la population à Baraouli. Les retombées de l'accord signé dépassent de loin les prévisions d'une commune en 5 ans. Ensemble, on a choisi des localités vraiment qui méritent, en collaboration avec les CAP et tous les partenaires de développement sur l'éducation et la santé. Ce projet a vu le jour grâce au courage et à la ténacité des élus du cercle. Le donateur, c'est un de nos compatriotes
qui a mobilisé d'importantes ressources extérieures pour venir en aide aux populations démunies sous forme de dons. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir, parce que ça contribue à augmenter ce que notre État fait en prélude. Les 20 kits programmés seront exécutés en 90 jours au dire de son promoteur. Dr Dambélé d'ajouter que le projet est opérationnel dans 22 cercles du Mali et compte occuper tout le pays dans 2 ans. Le projet est financé par Ashoka, une association américaine. Meeting d'information et d'apaisement suite à la caricature du prophète Mohamed par Charlie Hebdo à Ségou. Les responsables religieux ont lu une déclaration dans la grande mosquée suivie de bénédictions pour la paix. Fousseini Samaki. Au cours de ce meeting organisé à la grande mosquée de Ségou, des musulmans de Ségou ont dénoncé les préjudices causés par la caricature du prophète paix et salut sur lui par le journal Charlie Hebdo. Les responsables ségoviens ont également invité les uns et les autres au respect du vivre ensemble malien. Considérant que la liberté de conscience est consacrée sur le plan universel, considérant que le Coran dit qu'il n'y a point de contrainte en religion, car le vrai est distinct du faux, considérant que la liberté d'expression ne saurait se confondre au blasphème, considérant l'indignation provoquée par la réédition de la caricature, considérant que la laïcité ne saurait signifier irréligiosité, la communauté musulmane de Ségou dénonce le préjudice causé à plus d'1 milliard de croyants musulmans de par le monde, dénonce la diabolisation de l'islam qui est plutôt l'instauration de la salam, c'est-à-dire la paix, le salut pour l'humanité, dénonce le silence mi-complice, mi-coupable des organisations dites de défense des droits de l'homme. La communauté musulmane de Ségou lance un appel aux musulmans du Mali, à toutes les consciences pour plus de retenue, car il y a une double postulation à l'homme, l'une tendant vers Dieu, l'autre vers Satan. Des prières, bénédictions et fatia pour la cohésion sociale et la paix au Mali ont mis fin à ces meetings ségoviens. Les femmes de Koutiala, plus que jamais déterminées à soutenir le président de la République, la coordination des associations Benkadi regroupant plusieurs associations féminines vient de l'affirmer à travers une cérémonie de reconnaissance. Daouda Diakité. Par l'organisation de cette cérémonie, la coordination des associations Benkadi de Koutiala voudrait réaffirmer sa ferme détermination à rester fidèle à ses engagements de soutenir le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Elles étaient plus de 300 femmes des 812 associations de la coordination à se mobiliser en ce jour historique de 20 janvier 2015 qui marque le 54e anniversaire de la création de notre armée nationale. Les femmes de Koutiala viennent d'organiser une manifestation de reconnaissance au chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Je pense que ça a été vraiment une chance pour les Koutialais et les Koutialaises. L'occasion était aussi opportune pour les populations du Miankala de réaffirmer leur soutien à nos forces armées et de sécurité et leur totale adhésion à la démarche du président de la République qui vise à redonner au Mali toute sa place dans le concert des nations. C'est leur dire que vraiment que nous restons mobilisés derrière le chef de l'État. La rencontre s'est achevée par des bénédictions pour le Mali. Et à l'occasion du 20 janvier, l'Union pour la République et la démocratie, URD, remercie et félicite nos forces armées pour la bravoure et l'engagement dont elles ont toujours fait preuve en servant notre pays. L'URD est profondément reconnaissante des sacrifices consentis par nos militaires et de leur dévouement à la protection du pays. En 5e région, 2e session du Conseil régional de lutte contre le sida au titre de l'année passée, la présentation de l'exécution des recommandations de la première session de l'année 2014 et celle du bilan des activités de lutte contre les IST et le VIH-Sida était alors du jour. Aminata Touré, compte rendu. Cette 2e session du Conseil régional de lutte contre le sida a été l'occasion pour les membres du comité régional de faire le point sur le bilan des activités réalisées en 2014. L'objectif de cette session, c'est de présenter aux membres du Conseil régional l'ensemble des activités qui ont été menées par les différents intervenants. Il s'agira essentiellement de continuer à décentraliser les structures de dépistage, les structures de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, mais aussi renforcer les compétences
des différents acteurs. Au cours du deuxième semestre de l'année 2014, les interventions des acteurs se sont focalisées sur certaines activités. Il s'agit entre autres de la supervision régionale et nationale des sites PTMI, y compris les nouveaux sites, la sécurité transfusionnelle des poches de sang collectées, la continuité de la prise en charge médicale et psychosociale des patients sous antirétroviraux. Malgré tous vos efforts, qui du reste sont fort encourageants, au niveau national, au niveau mondial, le VIH persiste encore. Et il nous faut agir et agir davantage. Donc, redoubler d'efforts. Des recommandations ont été formulées à la fin des travaux pour minimiser les pertes de vie dans les sites en charge, de renforcer l'accompagnement post-formation, de doter et installer les appareils de suivi. Et football CAN 2015 Guinée équatoriale, dans cette deuxième journée de la poule B, la Tunisie s'est relancée en battant la Zambie 2-1 et le second match a vu le Cap-Vert et la RD Congo se séparer sur un nul vierge. Le commentaire des deux rencontres avec Hassan Soumaré. Dans ce face-à-face Zambie-Tunisie, ce sont les Aigles de Carthage qui ont fait la bonne affaire en battant la Zambie 2-1. Pourtant, ce sont les Zambiens qui avaient à cœur de faire un bon résultat devant ces Tunisiens qui n'ont pas pu relever leur niveau de jeu, malgré les tentatives des deux côtés. Tipolo Polo de la Zambie et Aigle de Carthage de la Tunisie se quittent sur un nul vierge. De retour sur le terrain, les défenseurs tunisiens sont très sollicités. Les Zambiens sont là et gagnent les duels. À la 60e minute, l'attaquant zambien Emmanuel Mayuka va marquer le premier but de la partie. Les Tunisiens reviennent à la marque de belle manière. Sur un corner, Akechi pousse la balle dans le but. Un but partout. La Zambie, qui a été très dangereuse, craque complètement dans les derniers instants. À 2 minutes de la fin du match, Miskani adresse un magnifique centre à Chikawi qui place une tête qui fait mouche. Score final 2-1 pour la Tunisie qui se relance. Dans ce second match, le Cap-Vert et la RD Congo ne parviennent pas à se départager. Mais les requins bleus du Cap-Vert se sont montrés les plus entreprenants. Après les vestiaires, les deux formations se livrent peu et s'offrent des situations offensives intéressantes. À la 85e minute, suite à un corner, Varela place une tête à bout portant, sauvé d'un réflexe par le gardien Kidiaba. Encore à la 88e minute, un superbe arrêt de Kidiaba face à Eldon. Le Cap-Vert vient de rater 2 énormes occasions d'ouvrir le score et ce sont les 2 situations les plus chaudes du match. 0 but partout. Du coup, la Tunisie prend la tête de ce groupe B avec 4 points, suivi de la RD Congo et du Cap-Vert, 2 points chacun, et la Zambie ferme la marche avec 1 point. Wow, c'était chaud, hein? Les nôtres se préparent en tout cas pour le match face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Une de nos équipes a suivi les Aigles dans les détails de leur journée qui commence dès 7h du matin. Amara Mali Diallo et Ali Touré. Voici comment débute une journée des Aigles. Nous sommes dans la salle de restauration. Il est 7h30, l'heure du petit déjeuner. Et c'est là que commence le travail du médecin avec le contrôle du menu tout d'abord. Nous sommes obligés de contrôler le menu parce qu'il y a des aliments qui sont gras, qu'il faut éviter le maximum. Comme quel genre d'aliments? Donc les pains chocolat, les croissants qui sont en général qui sont bien prisés par la population générale, mais dans le menu du sportif, la digestion elle est très lente, il y a beaucoup de beurre là-dedans, ça peut être la base de prise de poids. Ensuite, quand arrive le jour, c'est la pesée, un contrôle rigoureux du poids. Après un match, régulièrement, il faudra contrôler pour que le poids de forme reste. Dès qu'il y a un poids supplémentaire, on donne des conseils aux joueurs d'abord et des conseils aussi à l'encadrement pour leur dire et c'est eux qui savent maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir ce poids de forme. Cette pesée-là est nécessaire pour savoir si ton menu que tu as donné, ce menu n'est pas trop riche en termes de graisse, des choses comme ça nous permet effectivement de serrer ces deux-là. C'est quoi exactement le poids de forme? Le poids de forme en général c'est le poids qui est pour le joueur son poids qui lui permet d'être au haut niveau, à la bonne performance. Ce poids, il est interrogé d'abord sur ça au préalable. Sur la grande île de Malabo, l'équipe nationale s'entraîne à 52 km de son lieu d'hébergement.
plus de 30 minutes de route. L'ambiance est détendue dans le bus qui arrive à Louba, un stade construit à l'occasion de la CAN 2012. 9h, début de la séance avec échauffement pendant que Adama Tamboura et Mamoutou Ndiaye, légèrement touchés, trottinent avant de passer aux ateliers sous la supervision de l'ostéopathe. On essaye de retravailler un petit peu tout ce qui est groupe musculaire, voir un petit peu s'il reste des douleurs et s'ils sont aptes à jouer pour les prochains matchs. Donc pour le moment les nouvelles sont encourageantes et ça devient très intéressant là, pour eux. Donc le but c'est qu'ils retrouvent un petit peu de sensation, parce qu'ils ont eu quelques petits bobos après le match contre le Cameroun. Les gardiens, sans Soumbele Diakité, qui est dans le groupe de joueurs de champ à cause d'un petit bobo au doigt, sont drivés par Mahamadou Sidibé Maha. À cadence rythmée et chronométrée, les joueurs sous l'œil de Kasper Zak se soumettent à différentes séquences de jeu. À 10h48 prend fin la séance et tout le monde se dirige vers le bus qui regagne Malabo. Voilà, merci Amara Malé pour ces instants avec nos aigles. Dans quelques instants, le journal de la FEBAC suivra un magazine sur la coopération internationale militaire. C'est une réalisation de Mariam Sagara. Demain, 10h-13h, retrouvez Rachel Tessougué pour l'édition du soir à Ouitouré. À très vite.